Observer une grève générale et illimitée, voilà ce qu'ont décidé les agents de la mairie de Brazzaville au terme d'une assemblée générale qu'ils ont tenue à Brazzaville le mercredi 18 janvier dernier. Comment et pourquoi ces syndiqués de la mairie centrale sont-ils arrivés à cette ultime action? La question sera donc au cœur de notre émission Presse Tribune, votre magazine. Aussi, après la signature de l'accord du 23 décembre, les choses semblent s'accélérer pour un retour définitif à la paix dans le département du Poul. En témoigne la récente sortie des ninjas Siloulou, mais aussi les débuts des discussions directes prévues dans le cadre de la commission ad hoc prévue dans cet accord. Que faut-il attendre réellement de ces discussions pour une paix véritable dans le département du Poul? La question sera également abordée dans cette émission avec nos invités. Sur ce plateau, nous avons donc le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Constant Ibara Peya. Il est donc politologue. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, aussi sur ce plateau, donc le journaliste chroniqueur politique chez Le Patriote, vous l'avez compris, il s'agit bien de Monsieur Dimi Ernest. Monsieur Dimi, merci et bienvenue sur ce plateau. Merci Sergio Gillet, toujours dit au service de la République. Au service de la République, c'est aussi les cas, j'y m'imagine, de Romik Okilas, analyste politique et journaliste à Top Télévision. Merci d'être là sur ce plateau. Merci Sergio, c'est un devoir. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est donc parti pour ce nouveau numéro de votre magazine Presse Tribune. On se retrouve tout de suite. De retour sur ce plateau de Presse Tribune, comme d'habitude, on va commencer donc avec le fait d'actualité de la semaine. On va commencer par Monsieur Dimi, voilà, le fait de l'actualité qui vous a marqué au cours de cette semaine. Bon. L'actualité qui m'a marqué au cours de cette semaine, il faut le dire, Sergio, c'est un peu la cacophonie et les désordres qui existent de manière globale dans les entreprises installées au Congo et notamment le cas précis des entreprises de téléphonie mobile. Vous avez RTL par exemple, avec la descente de Léon Justibombo, à la suite de la publication sur les réseaux sociaux d'un texte annonçant un licenciement massif, une centaine d'agents qui devraient être remerciés, dit-on, pour motif économique, alors sans respect de la procédure légale, sans informer les autorités compétentes. Alors, c'est à travers des réseaux sociaux qu'on a appris qu'il y a des Congolais qui travaillent chez RTL, devraient perdre leur emploi. Alors, moi, je crois que ça relève même l'anarchie, le désordre, c'est pas ça. Ça, c'est au-delà. Je crois qu'il y a un minimum de procédure, un minimum de respect qu'il faut avoir pour les gens qui travaillent pour vous. Ces ouvriers, ces agents travaillent pour le bénéfice de RTL. S'il y a des problèmes, il y a une commission. La loi prévoit un certain nombre de procédures qu'il faut suivre pour aboutir à cette histoire. Et puis la deuxième situation, toujours dans la cacophonie et les désordres, et j'assume mes propos, qui existent dans les compagnies toujours de téléphonie mobile. Alors, cette fois-ci au niveau de MTN. Parce qu'il a été constaté que le Code du travail et la préférence nationale qui est imposée par la loi congolaise n'est pas du tout respectée. Ce n'est pas seulement là-bas. Mais là-bas, au moins, on a pu constater que ça a un caractère plus ou moins criard, puisque la priorité doit être donnée aux citoyens, aux Congolais d'ici, pour occuper les postes, certains postes dans les entreprises qui s'installent ici. Mais vous allez constater que chez MTN, et Justibombo est parti donc rencontrer les responsables de cette société pour dire non, vous ne respectez pas la loi, parce que quand on voit les postes qui reviennent aux Congolais, ils sont donnés aux expatriés, alors que la loi dit que tel poste, telle responsabilité et telle autre tâche doivent revenir
aux Congolais et c'est dans le cadre de l'emploi des Congolais. Donc pour moi, c'est ça l'actualité de la semaine qui m'a marqué. C'est vrai, c'était lundi là-bas, mais je crois que ça valait quand même la peine pour dire que les entrepreneurs qui s'installent ici doivent respecter les Congolais, doivent respecter la loi du Congo. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ebara Peya. Bon, merci Sergio. Moi, l'actualité de la semaine qui m'intéresse et sur laquelle je vais plancher, c'est la situation qui prévaut en Guinée équatoriale, ou qui a prévalu en Guinée équatoriale, où aujourd'hui N'Djamena et Malabo se regardent en chair de faïence. Vous vous souvenez qu'il y a eu un moment où le pouvoir d'Obiangema Bazogo a estimé ou bien a prétendu avoir déjoué un coup d'État qui avait été organisé par des éléments venant du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad. Et lors de sa sortie médiatique, le président Obiangema Bazogo a eu à dire que le président, il n'était pas exclu que le président Déby soit informé. Bon, ce matin, par voie de son ministre des Affaires étrangères, le Tchad a démenti son implication dans ce coup de force. Mais ce qu'il faut retenir en tant que leçon, c'est que il faut éviter la captation ou la du pouvoir dans une société donnée. Donc, le président tchadien lui-même, il a toujours coutume de dire que le coup d'État n'est pas interdit, mais garde à celui qui se fera prendre. Ok, Romy Kokilas, on va terminer avec vous. Oui, merci bien. Sergio, l'actualité ou bien le fait d'actualité qui m'a marqué dans la semaine, c'est précisément le 17, c'est-à-dire hier, 17 janvier 2018, enfin la communication du ministre Wosso. Après tout ce que nous avons suivi sur les réseaux sociaux, après toutes ces supputations de la rue et dans toutes les officines au sujet du ministre Wosso, il faut le rappeler, qui avait en charge un grand ministère. Alors, le ministre Wosso a communiqué hier par l'entremise, n'est-ce pas, de son attaché de presse. Il a livré un message certainement qu'on est dans l'obligation de rendre disponible à qui on a besoin. Alors, il a été question pour le ministre, par l'entremise, son communicateur, de saisir les tribunaux, comme quoi le ministre porte plainte contre le journal Soleil d'Afrique. Et Soleil du Congo, merci bien Dimi. Pourquoi Soleil du Congo? Pourquoi cette plainte? Et ça va pour ceux qui sont accros à nos débats. On se souvenir un jour, sur ce plateau, nous avons eu à plancher sur ce journal qui avait publié un article selon lequel le ministre Wosso aurait détourné 9 milliards de la CREF. Et nous disions sur ce plateau qu'il fallait donner le temps, laisser la latitude aux deux commissions qui s'étaient jetées dans ce dossier au niveau de la CREF. Il fallait attendre les conclusions. Et dans le fond de ce message, le ministre ne se reconnaît pas dans ce qu'on peut appeler cette gabegie financière. Le ministre ne se reconnaît pas dans ce titre, voilà, dans ce titre ou ce titrage de ce journal de gouvernement. Attendons donc l'aboutissement du procès. Ok, donc on va attendre l'aboutissement de ces procès et nous on va entrer quant à nous dans le vif donc de nos sujets. On commence bien évidemment sur cette question du pool. Vous le savez, vous l'avez suivi donc dans le média, et la sortie de quelques éléments ninja Ntsiloulou et qui ont regagné Brazzaville pour évidemment travailler dans le cadre donc de la commission ad hoc prévue dans l'accord signé le 23 décembre, une commission qui va traiter certaines questions non dites au niveau de l'accord proprement dit. Et on annonce également l'ouverture donc cette semaine, la même semaine, des discussions. Alors la question je posais à qui veut répondre pour entrer donc dans la danse. Alors maintenant que les choses semblent s'accélérer, ça c'est un peu une question générale. Que faut-il attendre donc de cette commission qui commence déjà à travailler?
Mais on va attendre quoi? En réalité, ce qu'on attend, c'est qu'elle aboutisse le plus sereinement et le plus vite possible aux bonnes conclusions. Quand je dis les bonnes conclusions, c'est ce qui sert, les conclusions qui servent la République et non celles qui servent les individus. Ce qu'on attend, c'est qu'il y a, comme le stipulent les textes, que suppose Toumi et le gouvernement ont signé par l'entremise de leurs représentants. Alors, la libre circulation des personnes et des biens, le ramassage des armes, le rétablissement de l'autorité de l'État, et puis la question sociale qui est le retour des citoyens dans les vies respectives, et puis, je crois, la réinsertion socio-professionnelle et économique des ex-combattants, on les appelle ainsi, ninja, qui étaient dans la forêt, donc avec le patient Toumi. Mais Sergio, au-delà, vous savez, j'ai vu les images, mais ça m'a quand même fait mal parce que j'ai reconnu certains frères qui étaient avec nous ici à Brazzaville et 20 mois dans la forêt, mais je ne les ai plus reconnus. En tout cas, ça c'est une question qui est personnelle. J'ai presque eu à couler les larmes quand j'ai vu ce qu'ils sont devenus. Des frères qui étaient avec moi il y a 20 mois à Brazzaville, mais ils se sont retrouvés dans cette histoire-là. Ça m'a quand même fait très mal et j'ai compris que la forêt reste la forêt, mais Dieu merci, qu'ils sont sortis pour négocier pour que ça se termine. Ça se termine. Alors c'était quand même le souhait de tout le monde. Avant de revenir sur ces faits-là et tout, on va donc en parler dans cette émission. Mais il y a quand même quelque chose, on a suivi juste après la signature de l'accord, des réactions qui ont fusé de partout. Là, je pose la question à M. Barapeya, notamment la réaction de Guy Brice Parfait-Kolela, député de Kinkala, qui avait ému le vœu, souhaité en tant qu'élu du peuple qu'il puisse participer donc à ces discussions. Mais les discussions ont commencé. Comment est-ce que sa présence pour vous est vraiment tel important? Bon, d'abord, il faut saluer déjà la suite de cet accord. D'ailleurs, M. Kolela, Guy Brice Parfait, député du Poul, enfin, député de Kinkala, avait salué également les suites de cet accord, même s'il déplore le fait qu'il ne soit pas associé. Oui. Bon, personnellement, en ce qui me concerne, moi je n'ai pas voulu, je ne veux pas et je ne souhaite pas que la question du pôle soit, comment est-ce que j'appelle Gérée. ça, soit gérée par les enfants, les fils du pôle. C'est comme si nous avons un État dans un État et les gens en font un fonds de commerce où ils tirent des prébendes politiques. Lorsque M. Guy Brice Parfait-Kolela pose le problème de sa mise à l'écart dans le processus de cet accord, il sait que toutefois, quand il y a des accords, quand il y a des négociations, après on amène la balle au centre. C'est ça qui est en jeu. Et c'est une fenêtre d'opportunité qui se présente et lui il se rend compte qu'il n'est pas impliqué dans ça, il n'a pas été associé. Mais dans tous les cas, moi je propose la chose suivante. Et c'est là où je reste sceptique vis-à-vis de ce qui se fait là. Je pense que c'est un accord que l'on on est en train de tisser sous la pression d'un certain nombre de conjonctures. Alors, ce que moi je souhaite, c'était que on donne, je l'ai dit dans plusieurs médias dans ce pays, qu'on donne un caractère national à cette affaire du pôle. Le pôle n'appartient pas qu'aux enfants du pôle. Alors, dire que tel n'a pas été associé, nous les enfants du pôle, parce que dans les officiers, vous savez que cette affaire-là a eu l'accord que le président a eu à signer, enfin le gouvernement a eu à signer avec les enfants du pôle, les représentants de Ninja Tsello, sans associer certains caciques du pôle, avait suscité des remous. C'est bien que dans son message à la nation, le président avait dit, le président a mis en garde ce qu'il a appelé le petit leadership départemental. Parce qu'il savait que ces gens-là devaient saboter cet accord pour qu'il soit remis en scène. Maintenant, le problème qui se pose, le plus fondamental, et bien que moi j'affiche un pessimisme, c'est que comment résoudre le problème pour aboutir à quelle solution? Mais déjà là, vous posez la question qui est déjà, il y a un processus. Il n'est plus de question de savoir comment résoudre. Il y a un processus qui est là. On parle de ce processus. Début de discussion, sortie des Ninja Tsello. Que doit-on attendre alors de ce processus? Début de processus, sortie des Ninja Tsello, nous l'avons connu ici.
en 99, en 2000 et autres, avec les accords de cessation des hostilités. Et c'est pourquoi je reste pessimiste. Pessimiste, d'accord. On va revenir, excusez-moi. Ouais, allez-y. On part sur les mêmes bases. Quand je vois ce qu'on a énuméré, c'est les mêmes choses que nous avons fait jusque-là. Réinsertion des ninjas, retour des populations, et on ne pose pas le problème de fond. Je pense de fond, d'accord. Vous allez poser peut-être, vous, les questions de problème de fond. Alors, on en avait fait déjà débat ici, au cours de nos précédents numéros. On parlait de non-dit de cet accord, mais finalement, tout le monde a fini par comprendre qu'il y aurait cette commission ad hoc. Maintenant, la commission travaille. C'est le moment de poser clairement les questions, par exemple, de l'amnistie du pasteur Ntoumi, et bien évidemment, pourquoi pas peut-être le rétablir dans son rôle avant qu'il ne puisse rejoindre la forêt. Est-ce que selon vous, la démarche là peut-elle contribuer à mener efficacement la paix? Serge, poser le problème dans ce sens, je me permets de vous le dire, ça fait remuer un peu la libido. Parce que la préoccupation de l'État congolais et le gouvernement, c'est d'apaiser le climat dans le pôle. C'est pas d'avoir Ntoumi, il faut le dire. Mais non, Ntoumi fait partie du problème. Comment faire établir la paix sans parler de Ntoumi, bien évidemment? Nous sommes dans un État. La préoccupation, je dis bien, de tout citoyen congolais, son gouvernement et son président, c'est d'apaiser le climat dans le pays. Lorsqu'on parle de paix, on veut apaiser, on veut aplanir le climat dans un département du Congo, pour qu'il rime avec tout le Congo. Maintenant, la question de Ntoumi, je pense, elle sera vue au niveau de cette commission ad hoc. Dernièrement, nous disions sur ce plateau que le sort de Ntoumi dépend du contenu de cette commission. Parce que poser le problème dans ce sens, voyez-vous, c'est comme qui dirait, le problème, en fait, il faut honorer Ntoumi. Il faut absolument faire asseoir l'État devant les genoux de Ntoumi. Alors, lorsqu'on voit la procédure, je vous en prie. On y est déjà. Je vous en prie, on n'y est pas. Sergio, on n'y est pas. Ouais. Lorsqu'on parle de commission, c'est deux parties. Bien évidemment, c'est ça. Ntoumi a envoyé ses émissaires. Mais à côté, vous avez les émissaires du gouvernement. Bien évidemment. Il faut que les idées convergent dans un même sens. La paix, c'est ça. La recherche de la paix, c'est ça. Donc ne pensez pas qu'il y a déjà des solutions. Non. Il faut féliciter d'abord ce geste. Mais lorsqu'on dit féliciter, lorsqu'on est en stratégie, voilà, lorsqu'on est en matière de stratégie, quand je dis stratégie, vraiment la stratégie, il faut comprendre que lorsqu'on arrive à l'aboutissement d'une telle solution, les forces se sont rentrées en équilibre d'abord. Ntoumi a compris qu'il est en face d'un État. L'État a compris ses devoirs vis-à-vis de ses citoyens. Il fallait arriver là. Maintenant qu'on arrive là, le problème, il faut aller vers une commission. Alors, au-delà de toute supputation, dont je n'ai pas de preuves, au-delà de tout ce qui se trame, je vois la réalité en face de moi et je dis par rapport à un peu ce que je sais. Bon, la commission sera mise en place. Ntoumi a envoyé des ninjas. Et quand j'ai vu ces ninjas, Serge, le premier constat que je dois faire, franchement, ça c'est la ceinture de Ntoumi. Je vous le dis parce que je suis journaliste. Je prenais le collège journaliste à témoin. À l'époque, lorsque nous allions à Mayama, intervient Ntoumi. Mais c'est vraiment ces gens-là qu'on voyait autour de Ntoumi. Donc aujourd'hui, je suis désolé d'entendre les gens dire c'est une mascarade. Ça, c'est la ceinture de Ntoumi. Alors, j'ai reconnu, comme Dimi a dit, des personnes, des personnalités de son parti, des caciques. Et quand je les ai vus, je me dis merde. Combien de temps ils ont passé en forêt? Peu importe, c'est un combat. Maintenant, il faut se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que la commission va nous produire? Tout le problème, c'est celui-là. Bon, ce qui est vrai, ce qui est indubitable, Ntoumi vient avec ses revendications. Déjà, il a anticipé avec certaines revendications que nous venons d'exposer ici. Mais le gouvernement a ses revendications. Mais le tout doit converger vers la paix. Vers la paix. Maintenant, je dis, la revendication, il doit tirer l'attention des Congolais. C'est l'implication de la communauté internationale. Je sais pourquoi je le dis. J'ai entendu certains politiques le dire qui ont du flair, permettez-moi. Parce que le Congo est un pays de paix. Quand nous sommes battus, quand le Congo s'est battu à restaurer la paix dans le pôle, il n'y a pas eu la communauté internationale.
Donc, si la communauté internationale arrive dans ce pays, ça serait un peu pour la première fois. Après la guerre de 5 jours, nous avons vu cette implication. Mais attention, soyons stratèges et très regardants. D'accord, mais moi, je vous signale déjà qu'il y a le début de travaux, donc il n'y a pas la communauté internationale. Bon, on semble quand même que les gens restent quand même assez sceptiques. Tout à l'heure, Monsieur Barapeya parlait qu'on puisse aller dans le fond de la chose. Moi, j'ai posé la question tout à fait simple à M. Romy Kokilas. J'ai les sentiments qu'il n'a pas répondu à ma question, mais je le permets quand même à vous la poser, dans l'espoir que vous allez quand même répondre à la question. On y est, début des discussions. Le pasteur Ntoumi a évoqué quelques revendications. Ils sont là, ils sont en train de négocier. On doit maintenant s'attendre jusqu'à la fin, qui est quand même des prises de décision, notamment par exemple d'amnistier Ntoumi pour la paix. Est-ce que selon vous, ça sera dans la bonne direction ou bien comme le craint M. Barapeya, ce ne serait pas une première, on risque encore, bon, vous l'amnistiez aujourd'hui et après-demain, on va encore faire rebelote. Ce n'est pas les sentiments qui vous préoccupent? J'ai horreur de conclure pour les situations qui arrivent d'elles-mêmes. Nous avons eu à une certaine époque, c'est à dire que quelque chose qui commence va s'arrêter un jour, peu importe les conditions dans lesquelles. Et j'étais sur le plateau parmi ceux qui craignaient l'issue fatale de cette situation. Mais cette option ne semble pas être celle qui est adoptée aujourd'hui. Mais je crois que pour un premier temps, j'ai débattu avec les gens. Si vous étiez un peu plus attentif, je suis parti rencontrer les signataires, les Tondo et les autres. Bon, Romik parlait de la ceinture, la dernière ceinture en réalité politique ou professionnelle de Ntoumi. Oui, il a raison, parce que quand je vois Anne-Philippe Bibi, quand je vois Monsieur Mayembo, quand je vois Monsieur Franck Lodge-Patier, quand je vois Jean-Gustave Tondo, en tout cas, ça c'est l'état-major, hormis ceux qui avaient eu le temps de quitter avant, c'est-à-dire Eloge Libota et Chris-Antoine Walembo. Donc en tout cas, ceux qui sont sortis, qui discutent, c'est l'état-major de Ntoumi. Alors, le fond c'est quoi? Le fond du débat, c'est que nous avons deux options. La première, Ntoumi a signé l'accord avec le gouvernement, puisque ce sont ses représentants et ceux du gouvernement qui ont signé. Qu'est-ce dit l'accord? L'accord prévoit un certain nombre de choses. Alors, vous allez constater que pendant les débats, malheureusement, ils sont à huis clos, le gouvernement va s'atteler à ce que l'accord soit appliqué comme tel et qu'on attende, s'il y a d'autres revendications, extra-accord, alors elles seront prises en compte extra après l'accord. C'est-à-dire, quand on aura fini avec l'accord, on examinera d'autres questions. Or, aujourd'hui, j'ai eu à causer avec ces gens-là. Quelques histoires étaient sorties. Bon, la loi qui amnistiait les ex-combattants pour les faits présents et futurs était partie avec le changement de la Constitution. C'est la loi datée de 1999. Alors, et aujourd'hui, donc, les amis qui sont du côté de Ntoumi devront plutôt se battre pour emmener que le président de la République prenne un décret qui réhabilite en quelque sorte cette disposition qui est partie avec l'ancienne Constitution pour essayer un peu de remonter Ntoumi, parce qu'en dehors de Ntoumi, il y a d'autres personnes sur qui pèsent également ces mandats d'arrêt et autres. Donc, qui, eux aussi, se sentent en insécurité. Donc, ça va un peu aller dans ce sens. Mais dans tous les cas, les premières préoccupations, ce serait d'abord le rétablissement de la paix, la liberté d'aller et venir des personnes et des biens, la réinsertion sociale et le retour des populations dans les villages. Le reste, vous savez que dans toute négociation, ils vont jouer à la surenchère, au coup d'éclat médiatique. Mais l'essentiel est que ça devrait aller dans le sens de l'apaisement, dans le sens du Congo qui avance. Et puis nous voyons, je venais de lire, de recevoir les communiqués, ils appellent ça déclaration de presse, de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Et au-delà, il y a beaucoup de
des diplomates ou d'États aussi de grandes puissances qui réagissent, qui encouragent et qui demandent à ce que les négociations se fassent dans un climat où la seule priorité, c'est le Congo. D'accord. Alors, vous parlez de la seule priorité, le Congo, mais on va bien évidemment y revenir parce que dans cette question aussi, les populations déplacées qui doivent revenir dans leur lieu d'habitation. Alors, on réfléchit à haute voix. Hein. Je poserai la question donc à vous qui êtes, vous êtes du côté de pessimiste sur ce processus. Alors, tout est fini. On a pris en compte tout ce que vient de dire Monsieur Ernest Dimi. À la fin. Pour des questions de paix, pour les questions de la stabilité, on fait un nouveau gouvernement. Monsieur Ntoumi pourra également être nommé comme ministre. Est-ce que ça vous gênerait? Je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous parlez de la missile de Ntoumi contre monsieur Ntoumi, que l'on appelle Ntantoumi. Bon, tout à l'heure, monsieur Dimi Ernest évoque la situation des anciens combattants qui seraient partis avec l'ancienne constitution. Et à la lumière d'un certain Non, il ne s'agit pas des anciens combattants, c'est les ex-combattants. Des ex-combattants, vous avez raison. À la lumière de ce que j'ai entendu ici, concernant l'accord, ça renforce mon pessimisme et je crains que nous nous situions stratégiquement sur le terrain de la ruse. Regardez, lorsqu'il y a eu, je vais revenir, lorsqu'il y a eu l'accord de Kinkala, moi, j'ai suivi M. Ntoumi sur les zones de Radio France Internationale qui avait dit qu'une partie de ces revendications n'avait pas été prise en compte et que cela devait être pris en compte par la commission paritaire qui devait être mise en place. Or, à l'heure actuelle, le tableau de revendications de M. Ntoumi n'est pas totalement connu du grand public. C'est-à-dire, c'est autre, au-delà de un élément audio qu'il avait mis sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas authentifié pour savoir si c'est lui. Il n'y a pas un tableau de revendication clair. Alors, M. Dimi dit, on applique l'accord comme tel, et puis les autres revendications, on va le voir après. Là, on se dirige droit vers un dialogue de sourds. Alors, quand vous dites qu'on doit amener M. Ntoumi, M. Ntoumi a été jugé où et accusé où? M. Dimi, c'est un juriste de formation. On ne peut amnistier qu'une personne qui a été jugée et condamnée. Excusez-moi si je vous comprends bien, vous êtes plutôt dans la logique où il faut que M. Ntoumi réponde d'abord de ses actes. Non, moi c'est l'abandon de charges contre M. Ntoumi. Si l'on veut engager, puisque d'ailleurs de toutes les manières, il y a deux types quand on fait la guerre, et là c'est le politologue qui vous parle, il y a deux manières de gérer un conflit armé. Soit vous la finissez militairement, soit vous allez en négociation. Vous pensez qu'on a échoué militairement, on s'assoit, on négocie au regard de deux. Ce qui s'est passé ici, c'est que au regard d'un certain nombre d'éléments, le gouvernement a choisi de s'asseoir. Combien même on avait dit dans ce pays qu'on n'avait pas négocié avec Ntoumi qui était un terroriste. Et sur ce plateau, moi j'avais dit... Mais ça c'est déjà de postures passées. Nous restons dans ce qui est présent maintenant. On ne va plus refaire l'histoire. On ne refait pas l'histoire, mais l'histoire est présente dans cette situation. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Il faut qu'il y ait abandon de charge contre M. Ntoumi. Sinon, vous ne pouvez pas donner à manger à un chien tout en ayant un bâton suspendu, le chien ne viendra pas manger. Et quand vous dites que les gens sont sortis, vous venez voir au gouvernement, bien sûr, ils viennent parce qu'ils sont dans un processus de négociation. Mais quand on négocie, on met toutes les options sur la table. C'est une question de diplomatie, de négociation. Vous venez avec vos revendications, les autres viennent avec leurs revendications, et à partir de ce moment-là, on verra, il y a aussi une question de rapport de force, dans cette affaire. Oui. Il veut réagir, M. Romy Kokilas. Sergio, dans ce sens, je me dis, on ne doit pas faire la va-vite. On ne doit pas faire la va-vite. La commission n'est pas encore mise en place. Bien sûr, elle travaille. Je vous en prie. Autant pour moi, je dis, nous n'avons pas encore les conclusions. De la commission. Nous supputons depuis toujours. Mais ce qui est vrai, ce qui ne doit pas nous échapper, nous sommes en face de deux camps qui hier furent des adversaires. Et ce que j'ai lu en tant que journaliste, c'est cette volonté de part et d'autre. Mais la volonté du camp de Ntoumi m'a effaré. Pourquoi? Parce que lorsque je suis Ntondo, vous avez l'impression, je me suis posé la question, d'où est partie cette reconversion?
Pour quelqu'un qui a fait stratégie ou un militaire, je le dis bien, qui connaît bien la force des armes, qui connaît la rudesse du combat, il se posera la question, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, on lit la détermination, souvent, la volonté de faire la paix. Non, on ne la lit jamais du côté d'un État parce que l'État est pour la paix. On la lit toujours du côté de l'adversaire d'un État. Partout dans le monde, c'est ça. Ça, c'est des petites notions, je vous en prie. Mais quand j'ai suivi Ntondo, j'ai suivi le deuxième. Voilà. J'ai suivi Homo à la lettre. J'ai lu. Mais du coup, en conséquence, qu'est-ce que ça veut dire? Mais les travaux de la commission seront assainis. Donc, je suis d'accord avec vous. Donc, ça ne peut même pas être une exigence. Mais si le besoin, c'est celui de faire la paix, pourquoi être rude quand on veut faire la paix? Quand on veut faire la paix, on ne tient plus compte, comme dit M. Sergio, du passé pour faire l'histoire. L'homme, c'est celui-là qui, surtout en matière de conflit, chaque heure compte, chaque minute compte dans le changement de stratégie pour l'accession à un but. Aujourd'hui, c'est vrai, lorsque Toumi était pris par la force militaire, par la force du feu, c'était un autre Toumi. Mais après, le temps s'est passé, la diplomatie est rentrée en jeu, la politique, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, lorsque les deux parties s'accordent pour aller vers une commission, je dis bien commission, ils sont ensemble pour aboutir à une mission. Donc, je pense, ils mettront à plat tout ce qui a été avant. Si l'idéal, c'est la paix, ils mettront à plat. Maintenant, à ce moment-là, la dernière question qui reste à poser, je suis d'accord avec celle de dire, bon, c'est comme le même tableau qui revient. Mais c'est une vraie question que les spécialistes doivent se poser. Que faut-il faire de l'homme Toumi? C'est une question qui préoccupe aujourd'hui, je suis sûr, les états-majors politiques, l'état-major militaire et même le président de la République. Qu'est-ce qu'il faut faire de cet homme? Normalement, c'est un Congolais. Il faut aussi le parler. Combien de fois il en a fait? Quand parlera-t-il en face de la presse réellement? Parce qu'il a toujours parlé, mais nous voulons l'écouter. Nous voulons l'écouter, qui nous donne le sens cette fois-ci de son agir. Ça, nous en avons besoin, je me permets de le dire. D'accord. Allez-y, M. Dimi. Moi, je voudrais dire ici, vous savez, quand je dis que soyez un peu attentifs, quand nous parlions, c'est ça. Je vous ai dit que au-delà de l'accord, j'ai eu à rencontrer, à réaliser des interviews qu'on a publiées ici là dans les journaux, alors avec les représentants du pasteur Toumi, qui ont bien dit ceci, que l'accord comme tel, c'est l'ossature, et de part et d'autre, on le reconnaît. Mais il y a d'autres questions qui pourront être mises sur table, qui seront débattues. Mais la priorité, c'est les points clés de l'accord. L'énigme Toumi, l'équation Toumi, ça pourra, si c'est évoqué comme un point que ses partisans ou ses représentants mettent sur la table de négociation, ça sera débattu. Donc, il n'y aura pas normalement de questions taboues. C'est-à-dire, il pourrait avoir des questions qui ne figurent pas dans l'accord, mais qui vont s'avérer d'importance par rapport à ce qu'on recherche comme paix dans ce pays, alors qu'ils devront être débattus et la Commission parviendra toujours à un accord. Moi, le problème ici, c'est d'abord, de comprendre que le Congo est comme parti de loin de la démocratie, de la logique de la gâchette à la logique de la parole. Je crois que c'est quand même quelque chose de très particulier quand on voit les degrés, le paroxysme de la violence qu'on avait atteint dans le pouls, là, passer à la calèche, on répondait par la calèche. Et qu'aujourd'hui, ceux qui se narguaient à coups de canon, alors ça c'est pour discuter, c'est même incroyable. Vous savez, moi je dis ceci, cet accord, moi j'étais, quand ils ont organisé la conférence de presse, j'étais là, j'étais parmi ceux qui n'ont pas cru. Voilà pourquoi je n'ai pas fait de ça un problème. Il fallait chercher à voir encore les gens de Toumi pour dire, est-ce que réellement c'est Toumi qui vous a demandé de signer? Est-ce que ils ont donné tous les éléments? Et aujourd'hui, nous voyons que même ceux qui hier disaient non, c'est pas Toumi, ont commencé à raviser leur posture. Vous avez suivi le premier discours de Parfait Kolela. Il s'interrogeait si réellement, voilà. Vous avez suivi Massengo Tiassé, qui disait que c'est des prisonniers qui ont signé, mais qui me disent aussi que M. Mayembo, que j'ai vu, que mon frère Ané Bibi, qu'on a vu sortir là à Mayama, parler
Alors, c'est aussi des prisonniers. Donc, moi, je crois que la volonté y est de part et d'autre. Et nous ne devrons pas aller sur la base des présomptions de culpabilité des uns pour blanchir les autres. Donc, moi, je crois que c'est un processus qui me paraît quand même plus ou moins sincère parce que n'oublions pas que Toumi est déjà à sa deuxième expérience. Si à la première, c'était l'émotion, la deuxième, il y a eu quand même une petite réflexion. Je crois que les gens me paraissent quand même plus ou moins. Plus ou moins. Alors, une autre question. Oui, allez-y. C'est Serge, un fait historique. Vous allez vous rappeler que dans tous les conflits, l'histoire nous le rappelle. En tout cas, la signature des accords n'a pas été facile. Et l'engagement à la signature des accords n'a jamais été des actes crus. Quand bien même, si on vous fait l'historique, par exemple, des grands accords, hein, vous vous imaginez un peu après, permettez-moi, j'ouvre une parenthèse, lorsque les Alliés vont signer les accords. Aujourd'hui, si l'Allemagne devient aujourd'hui un allié de l'Europe, je vous assure. Mais le premier jour que les gens ont engagé cette tentative de signer, personne ne pouvait croire. Mais il s'agit d'un phénomène humain. Je me permets de le dire. Donc, je ne crois pas à cette fatalité. Toumi n'est pas un étranger. Toumi n'est pas un étranger pour un vrai Congolais. On connaît son mode opératoire, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, la volonté est engagée, mais c'est le peuple qui gagne. D'accord. Il faut qu'il gagne pour le bon. D'accord, mais le peuple qui gagne, je posais la question à M. Ebarapeya. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre de cette commission, notamment sur la question de population, parce qu'il ne faut pas oublier, il y en a quand même des centaines qui attendent, qui ont quitté leur lieu d'habitation et qui doivent revenir. Des milliers, hein. Des centaines de milliers, j'allais dire. Maintenant, de cette commission-là, qu'est-ce que vous espérez des concrets pour ces populations qui doivent retourner chez eux? Bon, ce que j'attends, ce que j'espère, je ne parle pas d'attendre, j'espère que cette fois-ci, qu'on évite le bricolage. Parce que cette question du pôle, qui commence après, si on prend cette question, après la guerre du 5 juin, n'a été résolue que de manière, par bricolage. Et toutefois, c'est-à-dire, je vais arriver. Toutefois, on arrive sur les mêmes causes, se produisant les mêmes effets. Parce que, là où je suis sceptique, c'est quoi? Regardez le modèle opératoire. Les populations vont repartir. Ça s'est déjà fait dans ce pays. Les populations sont reparties. Les ex-combattants la donnent de 2000. Or, bon, achat contre ceci. Or, tant que nous ne prendrons pas des mesures durables pour faire asseoir la paix dans le pôle, on peut fabriquer, bricoler les accords comme on bricole là. Ça reviendra toujours là. Je prends une chose simple. On a parlé d'un Toumi. On a parlé des populations qui vont rentrer. Qu'a-t-on fait et que fera-t-on de ces jeunes qui ont pris des armes, qui certains sont incontrôlés et incontrôlables? Ces jeunes-là, qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va procéder par... Pour moi, je ne suis pas d'avis avec ce que vous appelez le DDR, tel qu'il est initié par le NICEF ou l'ONU et tout là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que ça a échoué partout. Laissez-moi venir, je vais proposer, moi, Constant, je vais proposer. Allez-y, votre proposition. Donc, là, le DDR, ça a échoué partout. Qu'est-ce que je propose? Que nous créions des situations où des jeunes soient casés. On les met au service, en service dans des structures. À partir de ce moment-là, nous avons vu ici, l'Espérance a donné, après la guerre du 5 juin, il y avait autant de braquages dans la partie nord. Quand on a incorporé ces jeunes dans l'armée, ces jeunes sont devenus fonctionnaires. Ils se sont préoccupés de se marier, de s'occuper de leurs enfants. Le problème a été résolu. Donc, si nous laissons ces jeunes-là dans la rue, on leur dit, vous apportez l'arme, on vous donne 250 000. Dans une société aussi jouissive que jouisseuse comme la nôtre, que les gens vont dépenser de l'argent et ils vont revenir à la case de départ. Et ça sera donc les gens qui seront facilement domptables. Quand il y a un problème de gestion, on leur propose de l'argent, ils prendront les armes. Moi, je pense que la solution, c'est là. Monsieur Toumi, en tant que citoyen, en tant que de toute façon il va poser ce problème, on ne pourra jamais régler cette question de population Toumi. Mais au-delà de Toumi, au-delà des populations qui rentreront chez eux, il y a un aspect, les jeunes, les anciens miliciens. Si nous ne prenons pas la question, réfléchissons sur la question anciens miliciens, du point de vue de l'implémentation locale, nous laissons de côté les propositions de l'UNICEF et de l'ONU qui ont toujours échoué dans ce pays, nous ne cassons pas ces jeunes, donnons le travail à ces jeunes, on peut créer des coopératives. Voilà, il y a le fonds de l'agriculture qu'on vient de donner, que la Banque mondiale a mis en place. Organiser ces jeunes sous la forme des coopératives, donner du travail à ces jeunes. À partir de ce moment-là, on pourra régler le problème.
Sinon, si nous laissons comme ça, on bricole les accords dans le palais là-bas, et puis bon, on dit, voilà, c'est fini, la question, ça reviendra toujours. Alors, bricoler, ça c'est vos mots. Oui, j'assume mes mots, hein, je n'ai pas dit On va donner la parole. Non, je voudrais juste compléter. Non, quand Constant dit que les DDR partout ça a échoué, non, ça dépend des langues, ça dépend de l'angle dans lequel vous l'avez pris. Mais attends, une question. Si ça a échoué, c'est parce que... Attends, vous allez continuer, permettez-moi. Vous ne me refuserez pas cela, mon cher ami. Non, mais je voulais juste vous faire comprendre une chose. Quand vous parlez de la situation qui a plus ou moins été maîtrisée pour une catégorie des ex-combattants après ce que nous avons connu, hein, la bêtise humaine, donc la guerre du 5 juin, alors il s'agit des mêmes processus. Nous savons que, alors, il y a eu, la possibilité a été donnée à ceux qui voulaient aller dans la force publique, d'aller à ceux qui voulaient... Non, il y avait des quotas. Non, c'était pas volontaire. Moi, j'ai l'accord. S'il vous plaît. Il y avait des quotas. Bien sûr. Voilà. On prenait 250 sur combien de militaires, de militaires ninja? Au moins sur 5000. Est-ce que vous aurez réglé le problème? Nous voulons dire ceci. La preuve est que jusqu'à aujourd'hui, il y a eu encore quelques-uns qui n'ont pas pu être réinsérés, qui étaient avec Toumi depuis 1998. Voilà. Donc, je voulais dire ceci. Non, le problème, ce n'est pas le DDR qui est mauvais. Il faut plutôt voir les mécanismes de sa mise en œuvre et les créneaux qui ont été retenus, qui vont être retenus pour que la prise en charge de ces combattants ne puisse pas leur donner la possibilité de regretter la Kalachnikov qu'ils avaient. Nous devons penser ça nous-mêmes. N'attendons pas l'ONU ou l'ONU venir. Pensons ça nous-mêmes. Le DDR, c'est pas une initiative de l'ONU, c'est une initiative du Congo. Maintenant, non, c'est pas du Congo. Ils ont fait ça. Bien sûr. Nous avons tout un haut commissaire à la réinsertion des ex-combattants et qui est aujourd'hui, nous voyons M. Kolela, on voit comment Landry, comment il est en train de travailler avec les institutions nationales et internationales pour avoir les moyens et assez de créneaux porteurs pour la meilleure prise en charge de ces ex-combattants. Donc c'est pour dire, c'est plutôt des créneaux qu'il faut canaliser, qui va donner le caractère pérenne ou pérenne à l'emploi qui va être donné à ces ex-combattants pour qu'ils se responsabilisent dans la vie et qu'ils ne regardent plus la logique du pistolet. Merci beaucoup. Oui, on va terminer cette question. Allez-y. Oui, peut-être une proposition, des propositions à ce sujet, parce que nous arrivons vers la fin de ce sujet. Serge, ce qui est vrai, j'ai écouté un collègue ici parler. C'est une question, d'abord, qui a eu lieu dans le pôle, que l'on ne veut pas. Nous avons vu un manque de dynamisme dans la recherche des solutions, cette question, un manque de dynamisme au niveau du reste des départements. Je n'ai pas vu les plateaux, par exemple, clairement se lever. Je n'ai pas vu la Bonza, la Lekoumou, la cuvette, ainsi de suite. Alors que c'était un problème national. Le gouvernement s'est battu tout seul. Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Mais le gouvernement est national? Proposition. Je vous en prie. Ça, on le disait ici. Je vous en prie. Alors, je propose qu'on intègre Parfait Kolela dans le règlement de cette question. Pourquoi? Ne jouons pas à l'amalgame. Parfait Kolela a un bouclier humain. Parfait Kolela a un bouclier humain. Quand la guerre arrive, cette crise, Toumi part d'où? Toumi part de la maison de Parfait Kolela. Ça, il faut le dire. Toumi part de la maison de Parfait Kolela. Parce que pendant la campagne, je vous en prie. Oui, allez-y, voilà. Pendant la campagne, nous l'avons vu rentrer à Brazzaville, conseiller, je ne sais pas, politique de Parfait Kolela. Mais au-delà de tout ça, mais Kolela, Parfait, est député du pôle de Kinkala. Mais que... Alors, attendez, quand vous voulez faire la paix... Attendez, Serge, non. Non, ne comprenez pas. Non, je veux essayer de comprendre votre logique. Surtout que j'ai pas fini. Non, vous allez finir. Non, Serge, laissez-moi terminer mes avis parce que si vous cherchez à me comprendre... Non, mais on s'adresse aux téléspectateurs, je me reviens, qui comprennent avec moi ensemble votre logique. Si je comprends bien, vous pensez que Parfait Kolela fait partie du problème du pool, donc il doit être en négociation. Naturellement, parce que le pool Parfait est député de Kinkala. Non, quand je parle du problème du pool, la question de la violence. Non, la question de la violence. Pourquoi je le dis? Un député a un bouclier humain. Le bouclier humain, ça veut dire quoi? Partout où vous irez dans le pool, il est représentatif. Donc, si vous voulez faire la paix dans le pool, vous devez utiliser ce monsieur. Mais si lui n'a jamais tenu les armes, pourquoi vous voulez attendez. Lorsqu'on fait la paix, on associe toutes les sensibilités, n'est-ce pas? Ceux qui vont constituer ce comité ad hoc, franchement, moi vous allez emmener tout le Congo dedans, toutes les sensibilités.
comment ne pas mettre le député de Kinkala? Parce que il faut l'emmener aux affaires pour avoir raison un jour. Je le dis pourquoi. Mais il a un bouclier humain. C'est pas un piètre homme politique. Attendez. Je veux que vous expliquiez, parce que quand vous parlez de bouclier humain, vous allez dire qu'il est représentatif, exactement. Parce qu'un député, c'est un grand leader. Non, mais bouclier humain, c'est une expression que mes mots ne vous fassent pas peur. Non, j'ai pas peur de vos mots. C'est lui qui incarne la politique dans le pool. Oui ou non? Alors comment régler... Ça, c'est vous qui le dites. Hein, je le dis, c'est ce qui est vrai. Ouais. Au-delà de Parfait Kolela, quel est ce leader-là qui est monté dans le pool? Mais c'est lui. Reconnaissez ça d'abord. Maintenant, si on veut pacifier le pays, mais emmener toutes les sensibilités dans cette commission en ce moment-là, donner une responsabilité à Parfait Kolela, qu'il soit aussi la sentinelle. C'est ce que je voulais dire. Mais parce que si vous ne le faites pas... Si vous ne le faites pas, parce qu'on tend j'ai suivi quelque part, non, Parfait Kolela, non, c'est pas politique. La question est humanitaire. La question est humanitaire. Ok, vous réagissez rapidement parce qu'on va terminer cette question. Je me pose un peu en porte-à-faux à Roby Kokilas. Quand il prend Parfait Kolela comme le prototype de celui qui doit incarner la question sociale ou politique dans le pool, je dis c'est faux. Je veux de sa contribution dans cette affaire, étant donné que... Non, ne me faites pas dire qu'il incarne. Il est leader, c'est lui le député du pool. Il a une dizaine de députés d'envergure différents et Parfait parmi ceux qui ont d'ailleurs... Non, il a plus d'envergure. Ça, il faut le reconnaître. Si on ne le reconnaît pas, alors on triche avec la politique. Il a de l'envergure. Parfait est parmi ceux qui ont été reconduits. On ne sait pas s'il est de... Reconduit ou pas, c'est lui qui a l'envergure sur le terrain. Je voudrais plutôt te faire comprendre. Non, on le compare à Katsatsi Mabiala. C'est tout. Au-delà des deux, vous avez qui encore? Je ne voudrais pas qu'on personnalise un peu cette histoire. C'est une question qui est nationale. Alors, si Parfait Kolela peut avoir une expertise, on ne l'exagère pas. Et il va la porter comme n'importe qui. Mais c'est ce que je souhaite. Non, quand vous... Emmenez tous les fils du pool là-dedans. Non, mais tout le monde veille à cette question. Voilà, mais c'est ça le petit leadership départemental qu'il faut éviter. Dis-moi ça, c'est politique. Ce que vous faites là, c'est politique. Il faut responsabiliser les gens pour avoir raison à la fin. Pour avoir la commission. Mais Yuki, c'est un grand parti dans le pool. C'est toi qui le dis. Et pourtant, nous pouvons dire ceci. Parfait Kolela, il a été dit ici que c'est lui qui est à la limite le dernier employeur de Toumi. Pourquoi tu ne l'as pas mis dans sa commission? Mais vous posez là un problème. Attends, vous êtes dans la logique juridique ou bien dans la logique politique? Moi, je vous parle d'un problème humanitaire. Si ce monsieur incarne la politique dans le pool et que lui, aujourd'hui, c'est démontré. S'il vous plaît, c'est pas un débat entre vous deux. Vous avez vraiment la responsabilité de vos mots, incarnation. Non. Alors, on va donner la parole. Non, c'est un député. Si vous doutez qu'il est, c'est lui le leader du pool, alors là, je ne sais pas comment elle est. Non, ce que je dis que vous prenez la responsabilité de vos expressions. Non, il n'y a pas un problème de responsabilité. Il n'y a pas un problème de responsabilité. C'est pas un problème de responsabilité. Si vous avez peur de dire que le leader au pool c'est Parfait Kolela, citez-moi un autre. Non, on n'a pas peur de le dire. Allez-y, monsieur Ebara Peya. Bon, il est incontestable que monsieur Parfait Kolela a une emprise sur la politique dans le pool. Il a une assise incontestable. La preuve, lors des élections présidentielles, nous avons vu comment il est sorti, il a battu le président sortant dans ce département. Première chose. Deuxième chose. Il a combien de députés là dans le pool? C'est ce que je voulais dire. Donc là, on ne peut pas nier ou contester son emprise dans le pool. Mais si on me posait la question par rapport à la commission, moi j'ai dit ceci, que les cadres du pool ont échoué. Ce problème existe depuis 20 ans pratiquement. Kolela est rentré de l'exil avec son père. Ce n'est pas moins de 10 ans. Le problème est là. Quand M. Ntoumi arrive lors de l'élection présidentielle, il est sorti d'ici armé. Est-ce qu'on a eu la possibilité de lui désigner l'électricité, même son conseil politique? Vous avez dit ici, c'est vous qui l'avez dit, que M. Ntoumi est parti de chez lui pour aller faire la guerre. Bon, qu'a-t-il conseillé à M. Ntoumi? Donc, nous voulons ceci. Si on veut faire la paix, moi j'aurais souhaité que dans cette commission, qu'il n'y ait pas des gens, des figures. Non, regardez. Dans la commission proprement dite,
qu'il n'y a pas de figures qui se sont déjà éclaboussées dans des affaires politiciennes dans ce pays. Il y a des gens compétents dans le pool, tout comme il y a des gens compétents dans tous les départements. Le Congo ont des gens, le Congo regorge en son sein des gens pétris d'intelligence, de valeur et d'espérance. Donc, monsieur, je chute là-dessus. Monsieur Kolela, au-delà de son épaisseur, consistant d'ailleurs, politique dans le pool, il peut apporter la contribution de la paix de ses militants ou bien de ses sympathisants sont pourtant dans la commission. Il peut apporter des spécialistes tout en étant dehors ou bien désigner les gens de son parti à l'intérieur. Je sais pas d'abord quelles ont été les colorations de cette commission, sur quels critères on devait faire partie de la commission. Voilà. Merci de vous avoir vraiment déployé pour parler de ces sujets. On va donc rester branché à l'écoute de cette commission jusqu'à ce que cette commission puisse mettre à notre disposition ces résolutions que nous espérons. Ces résolutions contribueront donc à la paix définitive dans le pool. On se retrouve tout de suite pour notre deuxième sujet. De retour sur ce plateau, donc notre deuxième sujet, comme nous l'avons annoncé, mesdames et messieurs, nous vous rappelons que vous êtes bien dans votre magazine Presse Tribune, cette magazine qui traite des questions d'actualité, des questions qui touchent à la marche de notre société. Aujourd'hui, nous avions parlé tout à l'heure donc de la question du pool avec la mise en place de la commission ad hoc. Maintenant, nous parlons de la mairie centrale de Brazzaville, la mairie dont les agents ont déclenché une grève générale et illimitée. Ernest Dimi, vous êtes surpris? Oh bon, je ne suis pas surpris, puisque c'est un sujet qui a déjà été débattu ici. Moi, j'avais dit, pour la dernière fois qu'on a parlé de ces sujets sur ce plateau de Presse Tribune, j'ai dit qu'il fallait que le maire fasse tout pour que dans un pays qui est titubant, que les scandales ne partent pas de chez lui. Et qu'aujourd'hui, on en arrive. Bon, moi, ceux qui suivent l'émission savent que Dimi avait dit, et j'ai toujours dit, d'une manière ou d'une autre, on peut caricaturer les journalistes, leur donner des étiquettes qu'on veut, mais je crois qu'aujourd'hui, on dit quand même que Dimi était prophète. Voilà, quand j'ai dit ça, je crois que les autres peuvent continuer. Dimi était prophète. Alors, la situation, monsieur Ebarapeya, on connaît, c'est des questions de salaire, 5 mois de salaire, des questions au niveau de la perception, on parle on parle également des personnalités, des têtes qu'on veut plus voir à la mairie centrale, notamment le directeur de cabinet de monsieur le maire, Christian Kemba. On parle vraiment autant de personnes. Et vous, cette démarche d'aller en grève, vous le comprenez aujourd'hui, quand vous voyez les agents décider de déclencher ce mouvement de grève, vous le comprenez? Bon, d'abord, la grève est un exercice qui est admis en démocratie. Ça, c'est clair. On ne doit pas mystifier cela pour dire que voilà, les gens sont partis en grève. Ce qu'il faut tenir compte, c'est que pourquoi les gens vont en grève. Monsieur Sergio, vous travaillez dans cette entreprise où nous sommes. Top TV. Alors, vous travaillez pendant 5 ans. Pendant ces 2 mois, 3 mois, on ne vous paye pas. Qu'allez-vous faire? Vous rentrez en grève. La grève est légale. La loi autorise. La loi autorise la grève. Donc, les agents Top TV, de la mairie, de la mairie, en ce que je sache, cumulent un certain nombre de mois sans salaire. Alors, comment est-ce que ces gens-là peuvent vivre? Maintenant, là où il ne faut pas confondre, c'est de lier la guerre à des revendications, à des revendications politiciennes. Parce que, quel est le rapport? Là, je n'ai pas assez de démons, donc je reste prudent. Entre les salaires quel est le rapport et la terre du Dur. Entre le paiement des salaires et le directeur de cabinet. Vous allez avoir certainement la réponse. J'en donne la parole donc à Romy Kokilas, qui est sur ces dossiers. C'est vraiment, depuis longtemps, vous êtes sur ces dossiers. Pourquoi ces agents réclament-ils les départs au niveau de la perception, le départ de la dame qui est là-bas? Et pourquoi les directeurs du cabinet du maire, Christian Kemba? Bon, Sergio, c'est des redites. Il faut d'abord signaler que je ne suis pas le spécialiste. Non, mais je ne suis pas spécialiste. Vous suivez, vous suivez l'actualité. Voilà. Je ne suis pas agent de la mairie, ni syndicaliste, mais je suis de près le dossier. Et la question est bien posée par Constant Ebarapeya. Et la question, je réponds à cette question pour effectivement édifier d'autres qui me l'ont posée dans la rue. Alors,
cette grève apparaît en fait comme une action politique qui dit pas son nom. Et quand vous allez vers le patronat de la mairie, on vous dira, mais attention à ces syndicalistes, derrière, il y a la politique. Et quand vous allez du côté des syndicalistes, qui représentent donc le corps des travailleurs, ils vous diront, mais ces gens-là, c'est des politiques, ils n'ont rien à cirer avec nos intérêts, alors que le chef de l'État, nous l'avons suivi. C'est ce qu'on m'a dit hier, le déclenchement de la grève, j'étais dans la salle. Alors, il faut vraiment voir très loin pour comprendre le fond. Mais la situation de la mairie ne date pas de l'arrivée de M. le maire. Même si Dimi peut me dire le contraire, c'est vrai, Dimi aime bien que chacun porte ses responsabilités à son temps. Oui. Mais en tout cas, c'est des vieilles situations. Mais il les prend en cours. Il prend la mairie quand la mairie est déjà dans une situation purement chaotique. Mais, pour être bref, le problème de la mairie, c'est lequel? Dernièrement, c'est des redites que nous sommes en train de faire. La mairie, c'est le plus grand secteur qui recouvre dans les taxes dans toute la ville de Brazzaville. Si, imaginez-vous, il y a combien de boutiques dans Brazzaville, je m'amusais à le dire dernièrement. Si déjà la mairie peut prélever au moins 6 000 francs à chaque boutique le mois, nous en avons combien? Et nous avons combien d'arrondissements, nous avons combien de localités au Congo? Et où va cet argent? Voilà les questions que les syndicalistes se posent. L'argent est versé au trésor, selon les clauses entre la mairie et le gouvernement à l'époque. Mais malheureusement, il n'y a pas un reversement de ces fonds, d'où le non-paiement des salaires. Maintenant, il faut aller fouiller au niveau de l'État pourquoi ce non-paiement, puisque l'argent va au trésor. Alors, à côté, il y a un discours politique que j'évite de déballer ici parce que je n'ai pas de preuves scientifiques. Vous voyez, je m'empêche, je ne peux pas le dire. Parce que ça, je n'ai pas vérifié. Donc voilà tout le problème. Maintenant, le maire de la ville confronté à une telle situation. Pourquoi? Première assemblée générale, il était mis en garde. On lui avait donné l'ultimatum de 72 heures. Comme quoi il devait payer 5 mois. Dans les négociations, ils ont tablé sur 2 mois. Malheureusement pour lui, il n'a payé que 1 mois. Donc c'est le même problème qui rebondit. Maintenant, dans les exigences, pourquoi ils veulent faire partir le TPG? Le TPG tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la même tradition comme hier. Aujourd'hui, c'est le TPG qui a pouvoir de faire les recouvrements. Alors que hier, c'était la direction des finances qui avait son assiette municipale, qui recouvrait, qui prenait les fonds, qui déposait à la recette. Et la recette... je vous en prie. La perception, là, voilà, merci bien. Le percepteur, donc, voilà, le percepteur. Mais aujourd'hui, on a souhaité que le percepteur ait le pouvoir de faire les recouvrements pour la clarté de la gestion et les verser au niveau du trésor. Mais il n'y a pas un retour, voilà tout le problème. Moi, je pense que ça demande cette fois-ci l'implication non seulement du maire de la ville, mais ça demande l'implication carrément du gouvernement de la République. Je vais poser la question à Ernest Dimi. Il y a aussi d'autres revendications du genre, par exemple, les pensionnés de l'Amérique qui ne reçoivent pas leur pension alors qu'ils reversent les cotisations et que finalement leurs cotisations n'arrivent jamais au niveau de la CNCS aussi. Bon, à ce stade, je crois que la situation des pensions est plus ou moins générale. Mais pour le cas particulier de la mairie, je crois que ça devait quand même être plus ou moins organisé. Moi, je n'ai aucun élément à ce stade qui atteste que leurs cotisations ne sont pas reversées. Alors, si on s'en tient à leurs propos, bon, on est en droit d'y croire parce que c'est les intéressés qui sont techniquement outillés pour ce genre de constat et ce genre d'éléments. Alors, moi, je voudrais plutôt dire ceci. Si leurs cotisations sont réellement perçues dans les salaires et qui ne sont pas reversées à la CNCS, alors il faut qu'ils se posent la question à quel niveau ça bloque. Est-ce que c'est au niveau de leur propre administration ou en route, il y a encore une autre entité qui suce cet argent avant que ça arrive? Mais quoi qu'il en soit, vous savez, c'est des sujets qui demandent des enquêtes, qui demandent des audits. Alors, les audits qu'on est en train de mener, je vois, on est en train de s'acharner sur certains départements administratifs ou politiques ici. Alors, donc, voilà aussi une occasion pour la commission de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude d'ouvrir un audit où vont les cotisations des agents de la mairie. Et soit dit en passant, selon certaines indiscrétions,
il a été quand même attiré l'attention des gestionnaires de la mairie sur le fait du caractère plus ou moins fantaisiste ou bien abusif de certaines sorties, je ne parle pas d'argent, mais des dirigeants de la mairie. Et à notre... Notamment, vous voulez parler de Monsieur le maire, qui est tout le temps en Chine, par exemple. Les syndicalistes l'ont mentionné, les multiples voyages. Mais au-delà, le préfet, ça, j'aurais déjà fait quand même un certain rappel à l'ordre. Il y avait quand même trop de sorties par les temps qui courent. Je crois que voilà. Donc, ce sont des questions qui doivent quand même susciter un certain regard particulier. Et Longo Jean Didier l'a dit qu'au Congo, il y a 16 corps de contrôle d'État, de contrôle de la gestion de la République. Alors, donc, s'il y a 16 corps, alors que font ces 16 corps pour des questions aussi simples que le contrôle de l'argent, de là où c'est pris et de là où ça devrait aller, ça se perd. Ça se perd. D'accord. Alors, Monsieur Ebara Péa, donc on va faire un petit dernier tour de table pour clôturer cette question. Une question d'ailleurs que nous continuerons à suivre. Alors, il y a également tout à l'heure, comme disait Monsieur Romic, une question, une manipulation politique, parce qu'au-delà aussi des personnes dont on exige les départs, il s'agit également du directeur des pompes funèbres. Et vous pouvez crédibiliser cette option d'une manipulation parce que quand on demande des départs de ces personnes-là, c'est peut-être parce qu'ils sont reprochés d'une mauvaise gestion. Ça peut être le cas, ça peut être dans un sens comme dans un autre. Vous parlez par exemple, prenez le cas par exemple du directeur de pompes funèbres, ça pourra se comprendre dans une certaine mesure par rapport au directeur du cabinet du maire. Vous voyez, le directeur de la pompe funèbre, qui gère les pompes funèbres, il a quand même un certain nombre de recettes à collecter à ce niveau-là. Peut-être qu'on peut lui reprocher ses griefs. Mais dans tous les cas, exiger le départ d'un mauvais dirigeant, c'est aussi un exercice démocratique. Exercer dans le respect de la loi. Par exemple, des manifestations, des sit-ins et autres. Ça peut aller. Mais ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est-à-dire, quand je regarde l'organisation même de nos structures, il y a un désordre organisé. Ce désordre est organisé à dessein. Nous sommes, si nous prenons le cas de la mairie, nous sommes là dans le cadre d'une décentralisation. Il faudrait que la décentralisation soit effective dans ce pays. Parce que moi, je n'ai jamais compris ce cocktail où l'argent prélevé par la mairie, on envoie au trésor, le trésor renvoie à la mairie. Bon, ce ping-pong-là, moi, je n'ai pas compris. Je ne comprends pas ça. Ce qu'il faut faire... c'est juste, ça fait partie du principe de l'unicité de caisse. Donc, il fait que toutes les choses... Vous savez, tous les États que vous voyez qui sont arrivés à ce stade-là, où nous imitons là, c'est des gens qui se sont assis, ils ont réfléchi. Ils ont pensé le développement de leur pays. On pense l'organisation de notre collectivité. On ne le fait pas parce que les autres ont fait ça marcher chez les autres et chez nous ça ne marche pas. On ne doit pas continuer avec le paradigme qui a échoué. Oui, Serge, dans ce sens, Serge, soyez un peu précis. Je vous assure, un peu de respect à un corps travailleur affamé. C'est blessant. Tout le monde est travailleur, même à un niveau de responsabilité. En face de l'État, vous êtes travailleur. Alors, mais lorsque personnellement, je vois la masse humaine qu'il y a au niveau de la mairie, ça se limite pas à la mairie centrale. Jusqu'à Pointe-Noire, c'est le même chaos. Ils ont faim, ils ont besoin de leur salaire. Mais à entendre dire que c'est la manipulation politique, quel est ce politique qui va manipuler tout un corps affamé au niveau de toute l'étendue du territoire? Franchement, je dis c'est trop méchant, je me permets de le dire. C'est vrai qu'il faut que ça soit un politique qui puisse le dire. Mais les responsables souvent sont politiques. Mais le travailleur, s'il vous plaît, 5 mois, quelqu'un qui doit assurer le social de sa petite famille. Et vous pensez qu'il est manipulé. Alors, jusqu'aux retraités. Vous savez, la question des retraités fait très mal parce qu'elle touche le côté humain de la vie. Les gens qui cotisent, permettez-moi, c'est bien vérifié. La mairie verse son argent. Allez faire des enquêtes au niveau de la CNCS. La CNCS, dernièrement, j'ai dit ici, a voulu même aider, a fait des tentatives pour aider la mairie. Je dis que cela n'émane pas de cette nouvelle équipe, mais c'est un vieux processus. Alors, maintenant, si les syndicalistes demandent le départ de la mairie,
et de ses responsables. Comprenez d'abord, ce sont des affamés. S'ils avaient l'argent, ils ne menaient pas le soi-disant combat politique. Deuxièmement, s'ils demandent le départ parce que la plupart de ces dirigeants, j'ai demandé hier, qu'ils demandent, dont ils ne veulent plus voir au niveau de ces fonctions, manipulent les réseaux financiers de la mairie. Or, la plupart, selon eux, forment ce lobby qui les affame. C'est tout. C'est tout. Alors, on va terminer avec vous, Ernest Dimi. Si les syndicalistes ou les agents de la mairie affamés soient-ils réclament... Oui, les travailleurs de la mairie... Non, les travailleurs... Non, c'est un lapsus. Les travailleurs demandent le départ du directeur de cabinet. Bon, ça me paraît quand même un peu paradoxal parce que le directeur de cabinet ne peut pas être plus puissant que le maire. Alors, moi, je voudrais plutôt... Voilà. Moi, on s'attaque à vraiment, voilà. Moi, donc, voilà. Donc, moi, je voudrais plutôt que si c'est le cas, et que le maire se laisse manipuler par un directeur de cabinet qui crée les troubles dans la mairie, je crois que le maire devrait normalement s'en débarrasser sans entendre la pression de la mairie, parce que je crois que tel qu'il travaille là-bas, Christian Okemba n'est pas content, tel que ça se passe dans sa structure. Alors si c'est le maire, si c'est plutôt son DIRCAB qui est l'épine, qui fait qu'il y ait les désordres, je crois qu'ils sont débarrassés. Dimi, ça vous paraît pas étrange qu'au même moment, les travailleurs, globalement, de toute la mairie de Brazzaville, demandent le départ du comptable général de la mairie, donc la perception, en même temps du directeur du cabinet et du directeur des pompes funèbres, alors que, voilà, c'est là où je me mets à réfléchir. Voilà. Pourquoi cela? On réfléchit tout ça, que si c'est un réseau, alors il appartient à Christian Okemba de s'asseoir et d'examiner réellement les choses en profondeur, d'écouter aussi les syndicalistes et les travailleurs pour tirer réellement la conclusion. Il faut bien l'implication du ministère de tutelle. Bon, c'est de l'intérieur. D'accord. Merci à vous. Merci à Ernest Dimi, chroniqueur politique chez Le Patriote. Je rappelle, Monsieur Constat, donc, est politologue. Merci également à Romik Oukilas. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Les débats continuent dans nos réseaux sociaux. Continuez donc à réagir après cette émission ou écrivez-nous à travers notre numéro qui s'affiche, des SMS surtout. Voilà, donc ça nous fera plaisir. Quant à moi, je vous dis donc merci à mes invités, à vous aussi. On se donne rendez-vous les dimanches prochains avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.